Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, un hors-série pour parler du droit romain à la lumière d'un corpus de textes extraits du Code Théodose et de la politique anti-païenne de l'Empire pendant l'Antiquité tardive. Faire une loi, l'écrire, la publier, la porter à la connaissance du peuple et des juristes, voilà un héritage romain. Depuis la sécession de la plèbe dont je vous avais raconté l'histoire dans l'épisode 5 de Caput Mundi et la loi des 12 tables qui en naquit à Rome, on conserve et on publie les lois. C'est l'invention peut-être d'une notion d'état de droit dont nos états modernes sont les héritiers. L'historien du droit, Aldo Schiavone, écrivait « Si nous devons aux Grecs la naissance du politique, nous devons aux Romains celle du juridique ». Nous verrons si nous devons suivre sa pensée, puisque les Romains n'obéissent pas qu'à des règles, mais aussi à des coutumes, comme le mos maiorum par exemple, la tradition des ancêtres qui n'est pas écrite. Mais les textes se développent pour la vie publique comme pour la vie privée, pour encadrer les échanges et les rapports dans la société. Plus tard, l'empereur, au sommet de cette hiérarchie, fixe les règles. Le droit prend des formes différentes. Il y a les lois, bien sûr, la lex, les senatus consult, qui mettent par écrit dans la cire, dans le parchemin, et le plus souvent retrouvés dans le marbre et la pierre par les archéologues. Il y a aussi les rescrits, dont les exemples sont nombreux, comme à l'époque de Trajan, et que l'on retrouve dans la correspondance de Pline le Jeune, qui, au regard des lois et des coutumes, font office de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui hasardeusement la jurisprudence, à adapter, en fonction du bon sens, l'idéal de la loi et les circonstances de chacun. Les lois encadrent, régissent, imposent et prennent des décisions pour les citoyens, mais aussi pour les non-citoyens, hommes libres ou esclaves, de droit romain, latin ou pérégrins. Aussi, nous ne devons pas ignorer un des organes de la société romaine, la religion. Imbriqués dans la politique, nous ne pouvons pas penser au droit sans penser à la religion. En dehors du christianisme, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, mais de faire. Une référence au célèbre ouvrage de John Scheid, « Qu'en faire, c'est croire ». Participer à la vie religieuse de la cité, c'est participer à l'équilibre de la société. Au revers de la Pax Romana, que l'Empire de Rome connaît à partir de la fin du 1er siècle de notre ère, se trouve la Pax Deorum, la paix des dieux. Les concepts de politique, de droit et de religion s'emboîtent donc dans l'organisation de la société antique. Parler de l'un sans l'autre serait donc avancer à l'aveugle. Je vous avais déjà parlé de la naissance du christianisme dans Caput Mundi. De sa naissance, aujourd'hui, en parlant de Théodose II, nous allons voir que la nouvelle religion a fait du chemin jusqu'à se hisser dans les plus hautes sphères du pouvoir, entre l'empereur bien sûr, mais est-il vraiment au sommet de cette hiérarchie ? Aujourd'hui, je vous propose, grâce à notre invité, de remonter aux sources du droit romain, introduction nécessaire pour comprendre les textes du Code Théodose qui sont à l'étude aujourd'hui et qui vont nous permettre de nous intéresser à la répression des pratiques païennes dans un empire devenu chrétien. Pour nous aider aujourd'hui à comprendre ce pan de l'histoire romaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans Caput Mundi Apolline Marin, récemment diplômée d'un master mondes anciens et médiévaux, spécialité législation religieuse, droit romain tardif, à l'Université de Lorraine pour un mémoire intitulé « Les lois comme armes, l'application de la législation contre le paganisme sous Théodose et ses fils ». Apolline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui l'un des grands chantiers des chercheurs en histoire romaine. J'ai moi-même écrit un mémoire de recherche sur la polémique antichrétienne du 2e au 5e siècle, dans lequel j'avais répertorié des textes de diverses natures afin de comprendre et d'analyser les arguments de la polémique religieuse. J'avais cependant écarté les textes du droit. De la conception à l'analyse de ces lois, en passant par leur réception et leur application, ouvrons aujourd'hui l'un des dossiers de l'histoire religieuse de l'Empire, au regard du Code Théodose légiféré contre les païens dans Caput Mundi. Une source en histoire ne s'étudie pas seule. On ferait forcément des erreurs en isolant un texte et en le sortant de son contexte. Il faut la confronter à son époque, à ses contradictions,
et ne pas se laisser aveugler par nos conceptions contemporaines. Si c'est vrai pour toutes les sources que l'historien rencontre, c'est d'autant plus délicat pour les textes parfois aussi lapidaires et précis que sont les textes juridiques. J'ai pour ma part parfois bien de la peine à comprendre les textes de loi qui nous régissent au quotidien, alors je ne pense pas pécher par prudence en gardant ma vigilance à l'égard des textes juridiques écrits il y a 2000 ans. Alors Apolline, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle quand on dit le droit romain? Est-ce que tu peux nous définir ce champ d'étude de l'histoire? Alors, le droit romain appartient à un champ de l'histoire qui est donc l'histoire du droit. C'est un pan de l'histoire en fait, au même titre que peut l'être l'histoire des idées ou l'histoire culturelle. L'histoire du droit analyse le droit du passé et ses évolutions à travers le temps. Donc son objet principal, ce sont les sources du droit. Donc l'historien du droit, il analyse avant tout les évolutions des sources juridiques qui sont plus ou moins anciennes. Par exemple, ça va aller de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Donc les sources, ça va être principalement des textes imprimés, comme des codes juridiques, ou des coutumes. Par exemple, dans ton intro, tu as parlé du Mos Maiorum, ou des registres, comme les recueils de lois. Mais l'historien du droit va aussi s'appuyer sur d'autres types de sources, comme des sources littéraires ou des sources archéologiques, qui vont venir éclairer son analyse. Et donc c'est à partir de ces textes que l'historien du droit peut chercher à décrire et à analyser les institutions qui sont chargées d'appliquer les normes. Par exemple, Montesquieu, dans L'Esprit des lois en 1748, écrivait « Il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire ». Et justement, qui est le plus apte? J'ai vu dans la bibliographie que tu m'avais confiée des polémiques entre historiens et juristes. Est-ce que le juriste est meilleur que l'historien pour comprendre ces textes, à ton Alors, avis? alors effectivement, c'est vrai que je me suis rapidement confrontée à un problème, c'est-à-dire que c'était mon directeur de mémoire qui m'avait conseillé de me méfier d'un historien du droit qui s'appelait Jean Gaudemy. Alors, il ne remettait pas du tout en cause ses compétences, mais c'est vrai que l'historien du droit va avoir un certain regard et effectivement, il n'aura pas la même méthode qu'un juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre une formation en droit spécifiquement. Ils vont avoir une approche et un objectif ou des objectifs qui vont être différents. Euh, Par exemple, l'historien va davantage s'intéresser au contexte historique et aux conséquences qui vont se produire dans la société. Par exemple, ça a été mon cas, c'est-à-dire que moi, je me suis davantage intéressée aux conséquences de la législation antipaïenne qu'aux lois en elles-mêmes. Donc, véritablement, en fait, les perspectives sont donc différentes, mais aussi la compréhension globale. En fait, pour l'historien, l'objectif principal, c'est de comprendre le droit, comme je l'ai dit, dans un contexte plus général, donc social, économique ou même politique. Euh, Tandis que, par exemple, un juriste, ça va être principalement les principes du droit romain, comment ils sont appliqués ou comment ils ont été influencés, comment, par exemple, ils ont influencé aussi le droit contemporain. Oui, ils vont essayer plutôt de définir le système en lui-même, comment les lois entrent en interaction entre elles, plutôt que d'essayer de comprendre le contexte qui a mené cette société à créer cette loi, peut-être. Oui, c'est ça. Et puis, aussi, l'historien, il va avoir une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va davantage aussi s'appuyer sur des sciences auxiliaires de l'histoire comme l'archéologie, la philologie, etc. Tandis que le juriste va vraiment mettre l'accent sur une analyse minutieuse du texte, y compris sur les termes vraiment spécifiques au droit, ce qui a d'ailleurs été un problème pour moi. Et tout à l'heure, tu nous as fait rapidement un panorama des sources qu'on peut utiliser en droit romain. Tu as parlé de textes, etc., des textes de loi, évidemment, mais aussi de sources littéraires. Il y a évidemment des sources archéologiques. Est-ce que tu peux nous préciser un peu sur quelles sources on travaille concrètement quand on fait de l'histoire du droit? Par exemple, en histoire des pensées, comme je l'ai fait, on étudie surtout des textes littéraires. Euh, j'ai eu à un moment un professeur qui m'a demandé de lui trouver des sources archéologiques et j'étais complètement démuni parce que j'avais vraiment que des sources littéraires à proposer pour faire l'histoire des pensées. L'historien du droit, il a quoi à sa disposition pour travailler?
Alors, d'abord, la majorité des sources du droit romain nous est parvenue grâce à la tradition manuscrite médiévale, donc les Mhm. fameux moines copistes qui recopiaient les sources juridiques. Les manuscrits médiévaux ont souvent d'ailleurs été accompagnés de commentaires ou gloses, où ils ont aussi parfois été mal recopiés. Ce qui d'ailleurs a été un problème pour le code de Théodose, qui est parfois rempli d'erreurs, notamment à cause des moines copistes. Comment on sait qu'ils sont remplis d'erreurs, du coup? Par exemple, il va y avoir un nom d'empereur qui n'est pas le bon, c'est-à-dire qu'il est cité dans la loi alors que techniquement, il est mort 2 ans plus tôt, par exemple. D'accord. Alors, on va aussi s'appuyer sur des textes épigraphiques, notamment sur des inscriptions. D'ailleurs, souvent, ce sont des inscriptions sur des fragments qui ont été réutilisés. Alors, par exemple, j'ai en tête l'édit du maximum. Donc, c'est un édit de 301 par Dioclétien qui, en fait, traite de l'inflation économique, qui a été un désastre d'ailleurs. Et donc, de ce texte, il n'existe que des fragments qui ont été rédigés sur différents supports et qui proviennent principalement de la Méditerranée orientale. Donc, ce sont des fragments assez nombreux et qui permettent de se faire une idée concrète du système de l'édit. Alors, ce sont, comme du coup je l'ai dit, des fragments qui ont été réemployés, notamment un fragment qui a été employé dans l'église Saint-Jean Chrysostome en Grèce. Alors, on n'a pas l'entièreté du texte, mais c'est vrai qu'en recoupant tous les fragments, on arrive à saisir l'ensemble donc de l'édit. Ça ne doit pas être évident, du coup, parce que j'imagine qu'un texte de loi a ses spécificités, il a une sorte de formulaire, et en plus, si on en a des fragments, comment on fait pour lire un texte juridique gravé dans la pierre, sachant qu'en épigraphie, souvent, on est obligé de la développer, parce qu'il y a des abréviations. Est-ce que c'est un travail difficile pour notamment des jeunes historiens qui débutent? Alors, heureusement, j'ai pas forcément eu ce problème puisque je me suis principalement basée sur le code de Théodose qui est quand même assez bien classé et rangé. Mais c'est vrai que pour des édits un peu plus fragmentaires, c'est un véritable travail minutieux pour tout reconstituer. Donc dans ce cas-là, on se base avec le maximum de ce que les fragments vont pouvoir nous dire. Du coup, est-ce que tu peux me dire de quoi on a besoin? Puisque effectivement, tu as étudié le code Théodose, qui est aujourd'hui bien imprimé, bien publié et facile d'accès, même gratuitement. Heureusement. Est-ce qu'il y a des prérequis à l'étude du droit romain? De quoi tu as eu besoin pour t'initier au droit romain? Alors, quand j'ai commencé à travailler sur mon mémoire, c'est vrai que je me suis rapidement rendu compte que il me manquait, je dirais, une base, du moins des bonnes connaissances en droit. Ça a été un gros problème puisque euh, je n'avais jamais fait de droit avant. Donc, vraiment, je me lançais dans l'inconnu. Donc, ça veut dire que toutes les notions juridiques, les différents types de constitution, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire que je ne savais même pas différencier un édit d'un rescrit. Euh, Ce qui est quand même assez problématique puisque c'est justement ça qui est important dans l'analyse que j'ai faite. Donc je pense que sans un minimum de connaissances en droit, c'est très difficile d'analyser une source juridique, même si on fait de l'histoire principalement. Je pense voilà, que vraiment, il faut d'abord, je dirais, appréhender toutes les notions juridiques et avoir voilà, un minimum de connaissances peut-être en histoire du droit et toutes les sortes toutes les différents types de constitutions. Mais ce sont quand tu parles de notions de droit, ce sont des notions de droit propres à l'Antiquité ou c'est vraiment des notions de droit générales qui pourraient même être appliquées de nos jours avec le même système? Ou est-ce que c'est vraiment, faut se mettre dans la tête les notions juridiques de l'Antiquité, essayer de bien les comprendre et justement de ne pas confondre les époques et de ne pas donner justement un texte pour un autre? Je sais qu'il y a des mots en droit romain qui sont trompeurs, comme le mot constitution, qui aujourd'hui reflète une réalité qui a été tout autre pendant l'Antiquité. C'est quoi ces notions dont tu nous parles là maintenant? Bah, ce sont des notions, oui, qui sont propres au droit romain de l'Antiquité. Par exemple, j'ai en tête la res privata. Donc, la première fois que je vois ce terme dans une loi, je me dis, mais
qu'est-ce que c'est? Justement, tu nous parles de ces particularités, de ces notions à intégrer. Et moi, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser au droit romain pour mes recherches, j'ai très vite arrêté parce que j'avais peur de faire des erreurs. Et face à ça, les professeurs qui m'entouraient m'ont aussi découragé en me disant qu'effectivement, si déjà j'avais peur de faire des erreurs, ça allait être compliqué. Je me mettais des bâtons dans les roues. Donc, quelles sont les erreurs les plus communes dans lesquelles le débutant, historien, ou l'historien qui n'a pas pris le temps de s'initier au droit va faire avec un texte juridique? Alors, je dirais d'abord, c'est la première erreur que moi-même j'ai commise, c'est effectivement la rhétorique de ces lois qui vont les rendre plus difficiles à interpréter. Par exemple, alors je vais parler des lois antipeines puisque c'est celles que je connais, mais elles servent surtout à effrayer les sujets de l'empereur. Par exemple, elles vont nous parler de peine capitale, de déportation pour avoir commis des sacrifices. Mais quand ensuite on s'intéresse aux sources littéraires, on va se rendre compte que la réalité est beaucoup plus complexe et que les lois sont surtout un cadre, servent surtout à un cadre normatif et que elles ne reflètent absolument pas la réalité. Donc ça, je dirais que c'est le premier écueil. Ensuite, donc, alors j'en avais déjà parlé un peu avant, c'est effectivement l'anachronisme, c'est-à-dire appliquer des concepts juridiques ou des valeurs modernes à ces lois, soit sans tenir compte, par exemple, du contexte historique ou culturel de l'époque romaine. Ensuite, je dirais, mais là c'est vraiment spécifique pour les historiens du droit, c'est négliger la diversité des sources, c'est-à-dire seulement s'appuyer sur les sources juridiques, euh, sans considérer donc les autres, euh, par exemple, euh, les coutumes ou les jurisprudences. Et ensuite, bah là c'est aussi une des erreurs que j'ai commises, c'est-à-dire la confusion terminologique. C'est donc mal interpréter les termes juridiques romains. Mais donc là, c'est pareil, ça rejoint ce que j'avais déjà dit, c'est qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance en droit romain. L'étude du droit pourrait faire l'objet de plusieurs podcasts que l'on pourrait étudier durant des années. N'hésitez pas à vous rendre sur caputmundi.fr si vous voulez plus de détails. J'ai trouvé des cours très intéressants et détaillés à ce sujet. Et effectivement, le temps nous manque pour aborder tous les aspects du droit romain et ses évolutions, de la République à l'Empire, l'évolution du pouvoir impérial aussi, et surtout l'extension territoriale de l'Empire de Rome. Toutes les définitions dont vous aurez besoin sont disponibles en bibliographie, notamment le cours Rome, le peuple du droit de Marie Bassano. En attendant, vous pouvez revivre la naissance du droit romain écrit avec l'épisode 5 du podcast intitulé Le serment des plébéiens. Mais pour l'heure, rappelons simplement que pendant la République romaine, la loi est d'abord une expression de la voix populaire, proposée par un magistrat et votée. Mais cette façon de faire évolue en même temps que les pouvoirs du prince et de la taille de l'empire. On a vu dans le dernier épisode de Caput Mundi à quel point Trajan concentre une puissance inégalée au début du IIe siècle de notre ère. Et en avançant dans le temps, l'évolution est marquante et surtout le pouvoir change de main et de maître avec l'arrivée du christianisme. Alors Apolline, est-ce que tu peux nous expliquer comment se conçoit une loi pendant l'Antiquité tardive? Et je te propose d'abord de commencer par essayer de me définir l'Antiquité tardive approximativement pour dire aux auditeurs de quelle période on parle à peu près. Donc moi, normalement, c'est vrai que je fais démarrer l'Antiquité tardive à Dioclétien, donc à la fin du IIIe siècle. Et après, ça peut s'étendre jusqu'au 5e, 6e siècle. C'est très. Il n'y a pas vraiment de date de fin, en fait. Et comment on conçoit une loi pendant cette période? Et est-ce que peut-être on peut commencer par dire un peu quelle est l'étendue des pouvoirs de l'empereur? C'est différent de l'époque de Trajan, sur lequel j'avais laissé les auditeurs au mois de juillet. Est-ce que tu connais un peu les pouvoirs de l'empereur à ce moment-là? Alors, les lois dans l'Antiquité tardive, elles n'ont plus rien à voir avec les lois du Haut Empire. Comme tu l'as rappelé, initialement, la loi, c'est un projet proposé par un magistrat et qui est ensuite approuvé à Rome par les citoyens réunis en comice centuriate ou tribus, donc les assemblées du peuple romain. Alors, ce qu'on appelle loi dans l'Antiquité tardive sont en réalité des constitutions impériales qui vont être désignées sous le terme générique de leges, donc les lois. Alors, il existe 4 grands types de constitutions impériales. On a d'abord l'édit, qui est un texte de portée générale et qui est applicable à tout ou
une partie de l'Empire, ou même à une catégorie entière de sujets. Et ensuite, le décret, qui est un jugement rendu par l'empereur dans une affaire particulière. Le rescrit, donc, qui est une réponse de l'empereur à une demande formulée par un particulier ou un juge, principalement sur une question judiciaire ou administrative. Et enfin, on a le mandat, qui est une instruction administrative adressée à un magistrat ou un fonctionnaire de l'Empire. Donc, l'ensemble de la législation sous l'Antiquité tardive est le fruit de ces constitutions impériales prises par l'empereur. Alors, l'édit est la forme la plus importante des constitutions, en particulier donc des lettres qui sont adressées à un individu ou à une collectivité pour donner des directives. Alors, durant l'Antiquité tardive et notamment à partir du IVe siècle, l'empereur acquiert de plus en plus une sorte d'autocratie, c'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir édicter une loi. Donc les assemblées de peuple, donc les comices centuriates ou tributes, disparaissent pour laisser place à l'empereur comme seul législateur. Alors, cependant, c'est vrai que le discours officiel ne place pas le souverain au-dessus de ces lois, puisqu'en fait, les fondements juridiques restent inchangés, mais en fait, son image repose sur le fait que son autorité reste dans un consensus populaire, mais c'est véritablement lui qui prend les décisions qui font force de loi à travers donc les constitutions impériales, mais aussi les lois existantes qui continuent à être appliquées. Alors, ce que tu es en train de nous raconter nous met dans la position que Théodose II a dû rencontrer, c'est-à-dire beaucoup de textes, beaucoup de lois différentes, des institutions qui ne sont pas gravées dans le marbre. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment les citoyens ont connaissance de tout ça? Alors, les citoyens romains sont informés des nouvelles lois principalement par des annonces publiques et des lectures officielles. Donc, les lois et les édits impériaux sont omniprésents, non seulement parce qu'ils sont d'abord affichés sur des supports et des murs qui sont au cœur des villes, et ils sont également lus à haute voix par des tribunaux, des gouverneurs et des magistrats municipaux. Ils sont également prononcés d'une manière qui quasiment constitue une sorte d'événement et assez impressionnante. D'abord, la nouvelle de l'arrivée d'une loi se répand immédiatement dans la ville et le gouverneur ou les magistrats locaux convoquent les citoyens dans le but de prononcer et de lire la nouvelle loi à haute voix, donc comme une sorte d'ordre explicite de l'empereur. Alors, la lecture de la loi devant la population est mise en scène et hautement chargée en tant qu'événement impérial. D'abord, donc, le public entend dans les explications introductives, qui sont d'ailleurs souvent longues, et les préfaces des lois. Alors, la tradition des annonces publiques, des lectures officielles remonte à la République romaine. Par exemple, les lois des 12 tables qui étaient affichées au Forum romain. Donc, c'est une tradition en fait qui perdure même sous l'Antiquité tardive. C'est répliqué dans toutes les cités de l'Empire, parce que on va avoir un point de vue romano-centré, c'est pas forcément la meilleure solution. Est-ce que tu penses que c'est à peu près partout pareil dans l'Empire? En tout cas dans les cités de droit romain, on fait comme ça? Alors, les communications sont lentes, donc toutes les cités ne devaient pas être forcément informées en même temps. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai souvent étudié l'Afrique du Nord ou l'Orient. Étant donné que la chancellerie impériale se trouve à Constantinople, forcément, c'était les cités autour de Constantinople qui étaient les premières informées. Et par exemple, celles de Gaule ou d'Italie devaient peut-être effectivement arriver un peu plus tardivement. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Théodose II qui devait se trouver dans le même embarras que nous face à toutes ces lois. Est-ce que tu peux nous dire qui il était, puisque les auditeurs de Caput Mundi ne le connaissent pas encore? Théodose II, c'est un empereur de la partie orientale de l'Empire romain qui a régné entre 408 et 450, donc 42 ans de règne, ce qui est quand même assez impressionnant compte tenu du contexte politique difficile de l'époque, puisque beaucoup d'empereurs
étaient assassinés, où il y avait aussi énormément d'usurpateurs. Donc c'est le fils d'Arcadius, qui est lui-même le fils de Théodose Ier. Théodose Ier qui est donc le dernier empereur à avoir régné sur l'Empire unifié jusqu'en 395. Puisque depuis 395, l'Empire est officiellement divisé en 2 empires distincts, avec une entité occidentale et une entité orientale. Même si officiellement, il existe un seul empire. Alors, Théodose II est surtout associé à son œuvre législative novatrice, mais on peut aussi dire qu'il est à l'origine de nombreuses initiatives culturelles et religieuses, comme la fondation de l'Université de Constantinople ou la réunion du Concile d'Éphèse. C'est aussi un empereur qui a stabilisé les menaces barbares extérieures. J'ai déjà un peu anticipé le problème tout à l'heure en parlant de Théodose II. Est-ce que tu peux, du coup, nous remettre dans le contexte quel est le problème à l'époque de Théodose II concernant le droit? Alors, d'autres empereurs avaient déjà essayé de s'atteler à la difficile tâche de réunir tous ces textes. Donc Théodose II n'est pas le premier, mais les codes précédents, donc le code hermégorien et le code grégorien, étaient des codes officieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été promulgués officiellement. C'était des initiatives privées, je crois que tu m'avais dit pendant la préparation. Non, c'est pas ces initiatives. C'était des initiatives privées donc, qui rendaient leur application quasiment impossible. Mais donc on voit que ce problème était déjà présent avant, mais qu'il venait finalement inévitable à mettre en place. Et du coup, c'est quoi le déclencheur, selon toi, de Théodose? Pourquoi il prend conscience de ce problème et pourquoi il lance ce projet? C'est qu'il a récupéré l'idée de quelqu'un qui essayait de faire la même chose, ou il avait besoin d'affirmer son autorité? Pour ça, je dirais qu'il y a 2 raisons principales qui traduisent une double volonté de l'État. D'abord, celle d'affirmer son existence en des temps de relative incertitude politique, même si la partie orientale de l'Empire connaît une relative stabilité, et des mutations profondes. La deuxième, c'est inscrire son action dans cette longue durée à laquelle font régulièrement allusion les lois lorsqu'elles affirment, en recourant d'ailleurs à des expressions qui ne sont peut-être pas uniquement le reflet du style parfois empathique des textes de la chancellerie impériale. Et donc, elles vont exprimer une idée d'éternité de l'empereur romain et de la pérennité de la législation. Du coup, est-ce que tu peux nous dire simplement quel est l'objectif de Théodose avec ce qu'on appelle maintenant le Code Théodose? Alors, le Code de Théodose, c'est un recueil juridique qui, comme je l'ai dit, a pour objectif de rassembler toutes les constitutions impériales émises entre le règne de Constantin à ceux de Théodose II et de Valentinien III. Alors, la chronologie entre le lancement du projet et sa promulgation officielle est sujet à débat et assez complexe, mais globalement, on peut dire que le projet est officiellement lancé en 429 par Théodose II et il obtient force de loi dans les 2 parties de l'Empire le 1er janvier 439. Donc c'est un code qui vise à unifier et à clarifier les lois en vigueur dans l'Empire romain d'Orient et d'Occident, afin notamment de faciliter leur application. Il sert aussi à simplifier le travail des juges en offrant un support et une base de référence unique à leur délibération. Mais c'est aussi un code qui sert à garantir l'ordre public, puisque le pouvoir impérial est obsédé par le maintien de l'ordre public, et notamment la législation impériale reflète cette préoccupation. Par exemple, elle indique par exemple, il y a une loi qui indique que les temples dans les campagnes doivent être démolis sans attroupement ni désordre. C'est une formule qui va revenir assez fréquemment dans la législation impériale. Est-ce qu'on sait comment a été fabriqué ce code? Je m'imagine un travail de fourmi avec des juristes qui partent aux 4 coins de l'Empire pour retrouver tous les textes, les trier, parce que je crois que dans les consignes de Théodose, il fallait simplifier les textes pour en garder
leur substance exécutive. Est-ce qu'on sait comment ça a été fait, comment ça a été fabriqué? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un projet colossal et difficile dans la mesure où il supposait de rassembler des milliers de constitutions traitant de questions parfois totalement aléatoires ou des modifications dont elles avaient fait l'objet lors de leur affichage public. Alors, comme je l'ai dit, donc le projet est lancé en 429. Théodose II l'annonce au Sénat de Constantinople son intention de former une sorte de comité pour codifier ces constitutions. Il réunit 22 compilateurs qui travaillent en deux équipes avec des compétences et des profils de carrière qui peuvent être très variés et qui donc ensuite se sont attelés à cette difficile tâche. Alors, certains de ces juristes étaient des littéraires de formation qui étaient assez peu familiarisés avec les questions juridiques. Et ensuite, on avait également des juristes de carrière, notamment des membres de la chancellerie impériale, et qui étaient plus habitués à trier ces textes. Le Code Théodose a cette particularité d'être le premier recueil officiel de cette nature. Le Code est promulgué à Constantinople officiellement le 15 février 438. À Rome, le Sénat en prend connaissance la même année, lors d'une séance qui est tenue dans la demeure du préfet de Rome. Et ensuite, 2 copies en sont faites, dont l'une est destinée à la préfecture urbaine et l'autre au constitutionnaire, qui ensuite a charge de la reproduire en autant d'exemplaires qu'il le fallait. J'avais lu un article dans lequel on expliquait que Théodose s'était mis en avant tout en ses façons. Je me souviens qu'il avait donné les noms de ses juristes, etc. Qu'on a l'impression qu'il a accompli la chose que tout le monde attendait. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure en première partie, c'était pas forcément une entreprise facile. Aujourd'hui, pour l'étudier, c'est compliqué. Il y a beaucoup de courants historiographiques qui se contredisent en essayant de faire la lumière sur tout le Code Théodose, parce que on a remarqué que parfois, il se contredisait et parfois, il manquait des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors on parle d'une compilation, mais en réalité c'est plus un abus de langage. Théodose II souhaitait probablement en faire un code exhaustif, mais donc la commission chargée de compiler les lois a tenté de suivre cette directive, mais on s'est rapidement rendu compte qu'elle a parfois dérogé à cette règle, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Et ça, c'est vraiment fondamental de garder ça à l'esprit quand on travaille sur le code, c'est-à-dire que c'est un code qui est incomplet. Le code théodosien ne contient pas l'ensemble de la législation émise pendant la période qu'il recouvre, puisque certaines lois ont été écartées, jugées alors obsolètes ou répétitives. Certaines lois ont aussi été réécrites, en ne retranscrivant pas leur texte original. Par exemple, il y a certaines lois qui utilisent la formule après d'autres choses. Ça veut dire que cette partie-là a été enlevée. Souvent, c'était pour mieux correspondre à la politique de Théodose II. Alors finalement, ces choix ne sont peut-être pas forcément une perte puisqu'elles vont renseigner sur la politique de Théodose II, mais elles ne permettent pas vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la politique depuis Constantin. Alors, au total, il est impossible d'établir la quantité de textes supprimés, mais il existe 2 hypothèses. Soit les lois sont absentes par le fruit du hasard, ce qui semble quand même assez peu probable, puisque on sait que les compilateurs ont fait des choix. Soit la deuxième hypothèse, qui est la plus répandue dans le milieu scientifique, c'est-à-dire que les compilateurs ont volontairement écarté ces lois afin de rendre plus cohérentes les lois. Mais malgré ces écueils, le code quand même constitue une source majeure dans la mesure où elle ne provient pas de l'Église, mais bien du pouvoir romain, qui donc lui impose un certain contrôle impérial. Le livre 16 du Code Théodose est le témoignage des temps qui changent. Nous sommes entrés dans l'ère chrétienne. Le règne de Constantin instaure la tolérance religieuse avec l'édit de Milan en 313. Pour la première fois de son histoire, le christianisme est admis au rang des religions de l'Empire. Si la foi personnelle de Constantin est parfois remise en question par l'historiographie, ses actes politiques et son implication inédite pour un empereur dans l'organisation de la nouvelle foi initie un processus. En 392, Théodose proclame que le christianisme est la religion des Romains et interdit les autres cultes.
Il s'est passé moins d'un siècle entre la conversion de Constantin et cet événement, et c'est dans ce contexte que tu as écrit ton mémoire. Est-ce que tu peux nous définir le sujet de ton mémoire, que je rappelle, la loi comme une arme, l'application de la législation contre le paganisme sous Théodose et ses fils? Alors pour le titre, j'avais rajouté la loi comme arme. Donc j'ai emprunté cette petite expression à Théodore Etier, qui est un historien ecclésiastique du 5e siècle, puisque dans une de ses histoires, il décrit deux épisodes similaires. Donc un évêque qui détruit un temple païen sous l'aval d'une loi. Et dans ces deux épisodes, Théodore qualifie la loi comme une arme. Et je trouvais que cette formulation représentait assez bien finalement le rôle de la loi pour les évêques, puisque les évêques vont jouer un rôle considérable dans cette application, ce que je ne m'attendais pas au tout début. C'est un personnage qui devient de plus important au cours du IVe siècle, pas seulement religieux, hein, il devient finalement une sorte de quasi-fonctionnaire. Les fonctionnaires impériaux perdent quasiment en pouvoir. Par exemple, dans les textes ecclésiastiques, ils sont décrits en retrait. Alors, mes sources principales étaient des sources ecclésiastiques. Je suis principalement donc appuyée sur des sources ecclésiastiques qui avaient un leitmotiv récurrent. C'est celui dont j'ai parlé, à savoir l'évêque qui va détruire un temple païen. Et régulièrement, dans ces leitmotivs, il était question de la loi. Les évêques ne font pas les choses de manière anarchique, ils ne font pas les choses de leur propre initiative. Ils ont régulièrement le consentement de l'empereur, consentement qui n'est pas toujours clairement établi d'ailleurs. Par exemple, au IVe siècle, Saint Martin de Tours mène des sortes de campagnes pour détruire les temples païens en Gaule, dans les campagnes gauloises. Et dans sa vie hagiographique, il n'est jamais mentionné une sorte de légalité dans ses actions. Alors, il détruit des temples païens alors que la législation issue du code ne mentionne jamais cette autorisation. C'est peut-être même le contraire d'ailleurs, puisqu'il y a une sorte d'envie de protéger ces temples païens comme des sortes de monuments artistiques. Dans l'un des épisodes, Martin est accompagné de protectoresses qui sont des sortes de gardes rapprochés pour l'empereur. Et donc je me suis posé la question de savoir si ces gardes rapprochés étaient une sorte de consentement pour Martin de la part de l'empereur. Donc, comme j'ai dit, parfois l'approbation n'est pas toujours clairement établie, mais donc on voit bien que si à la fin du IVe siècle, officiellement les temples païens ne sont pas détruits, les évêques entreprennent eux-mêmes de les faire démolir, souvent par le biais d'un rescrit ou d'une lettre impériale, c'est-à-dire l'empereur qui va autoriser à détruire un temple précisément. Donc la politique religieuse est très ambiguë et se contredit elle-même. Si l'ensemble de la législation du IVe siècle souhaite préserver ces temples, dans les faits, notamment par le biais des sources ecclésiastiques, on se rend compte que les temples commencent à être progressivement démolis pour se conformer à la politique chrétienne de l'empereur, qui se met progressivement en place. Est-ce que tu peux juste nous préciser, du coup, parce que tu nous dis l'application de la législation contre le paganisme sous Théodose et ses fils, juste nous rappeler Théodose, ses fils. Je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure, mais c'est juste pour qui ils sont. Alors Théodose Ier, donc, il règne à la fin du IVe siècle. Comme du coup je l'ai dit, c'est le dernier empereur à régner sur l'Empire unifié. C'est un empereur important dans la mise en place du pouvoir chrétien, puisque il refuse le titre de grand pontife, ce qui va notamment avoir des incidents pour le paganisme. Les fils de Théodose donc, sont Arcadius et Honorius. Arcadius qui va régner sur la partie orientale de l'Empire et Honorius qui va régner sur la partie occidentale de l'Empire. Pendant la préparation de cet épisode, tu m'as confié quelques textes que je te propose de lire. Puis on va essayer de les étudier rapidement pour les expliquer. Ça donnera un exemple aux auditeurs de à quoi ça peut ressembler un texte trouvé dans le livre 16
du code Théodose et à nous d'aborder aussi des notions qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Donc, le premier texte que tu m'as confié, c'est code Théodose 16, 10, 1. L'empereur Constantin Auguste à Maximus. S'il arrivait qu'une partie de notre palais ou tout autre édifice public soit frappée par la foudre, que les aruspices recherchent le sens du prodige en respectant les formes de l'ancienne observance et qu'un rapport résumé soit porté en toute diligence à notre connaissance. Il est même permis à tous de se servir de cette coutume pourvu qu'on s'abstienne des sacrifices domestiques qui sont tout particulièrement interdits. Sache que l'on nous a transmis le texte du rapport et de l'interprétation sur la chute de la foudre de l'amphithéâtre, au sujet duquel tu avais écrit au tribun et maître des offices Héraclianus. Donné le 16 des calendes de janvier à Sardique, reçu le 9 des ides de mars sous le deuxième consulat des Césars Crispus et Constantin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les aruspices ? Alors, les aruspices, c'est l'art de lire l'avenir dans les entrailles des animaux. Alors, c'est un petit peu particulier, mais c'était assez répandu à cette époque-là. Et donc, une loi donc de Constantin, autorise le recours aux aruspices. En revanche, elle rappelle l'interdiction de l'aruspicine privée. Alors, quelle est la différence ? Les aruspices, généralement, avaient lieu en public. Mais progressivement, les Romains vont commencer à pratiquer l'aruspicine privée, c'est-à-dire en secret et caché. D'ailleurs, petite remarque, mais c'est la seule loi de Constantin antipaïenne qui est conservée dans le code de Théodose. Alors c'est vrai que généralement on présente Constantin comme le premier empereur à persécuter les païens, donc là je caricature un peu, mais c'est un peu la vision qu'on a. On présente Constantin comme le premier empereur à mener une véritable politique antipaïenne. C'est la seule loi qu'on a de lui. D'accord. Effectivement, l'aruspicine privée est assez mal vue puisque on redoute de lire l'avenir de l'empereur. D'accord. Quelque chose qui est redouté par les empereurs. Mais Constantin n'est pas le premier à interdire cette aruspicine privée, puisque Auguste déjà réprimait cette interdiction. Le poète Ovide a probablement été exilé sur le pont Euxin parce qu'il aurait tenté de lire l'avenir de l'empereur. Donc en fait, Constantin, avec cette loi qu'on a conservée, on se rend compte que finalement, les pratiques païennes continuent d'être pratiquées. Et justement, là, il autorise cette pratique pour essayer de comprendre le sens du prodige, donc essayer de comprendre les choses qui se passent, mais du coup en public, en excluant les sacrifices domestiques. Est-ce que tu peux juste, pour qu'on puisse ensuite continuer sereinement, à la fin du texte, j'ai lu la datation. Oui. Est-ce que c'est toujours inscrit comme ça dans une loi ? Et est-ce que tu as noté quelque part dans tes notes la date à laquelle ça fait référence dans notre calendrier à nous ? Cette loi a été promulguée le 8 mars 321. Alors effectivement, cette partie qu'on appelle en fait la souscription correspond au calendrier romain, puisque les Romains comptaient leurs jours en fonction des consulats. Et donc ça, c'était pour la fin du texte. Mais juste avant le texte, j'ai lu l'empereur Constantin Auguste à Maximus. Et ça, on verra dans le deuxième texte, c'est même un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer juste cette phrase ? Alors, il s'agit de la préambule. Alors, donc, par convention, chaque empereur régnant est cité dans la loi, donc dans l'adresse, ce qu'on va appeler la préambule. Mais généralement, il n'y a qu'un seul empereur qui est à l'origine de la loi. L'empereur légifère pour sa partie, excepté lorsque l'Empire est unifié, mais au IVe siècle, ça devient de plus en plus rare. Et donc, il faut un accord formel de la part de l'autre empereur pour qu'elle s'applique à tout l'Empire. Et donc ensuite, il y a, comme j'ai dit, une adresse, c'est-à-dire que la loi est toujours adressée à quelqu'un. Généralement... C'est qui Maximus, du coup ?
Alors, C'est à lui que c'est adressé, juste pour être sûr que je comprenne bien le déroulé. alors Maximus, c'est un fonctionnaire, mais on D'accord. n'a pas vraiment sa fonction précisément. Donc, généralement, la loi est adressée à un fonctionnaire, soit un gouverneur, soit un préfet du prétoire. Très souvent, un préfet du prétoire, puisque le préfet du prétoire est chargé de faire appliquer la loi. Sous le Haut-Empire, le préfet du prétoire était le commandant de la garde prétorienne, ou chargé de maintenir la sécurité de l'empereur, mais Constantin modifie la fonction du préfet du prétoire pour en faire une sorte de haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire d'ailleurs, chargé de diffuser, de faire appliquer les décisions impériales. Ça se complique avec le deuxième texte, puisque là, ça commence directement par les 3 mêmes Augustes à Albinus, préfet du prétoire. Donc là, on a de la chance, puisqu'on sait directement que Albinus est préfet du prétoire, mais je pense que c'est un peu la spécificité du code Théodose, quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de texte, c'est ce rappel. Les 3 mêmes Augustes, c'est qui? Enfin, comment on peut savoir où on en est en fait? Alors, moi, ce que j'avais fait pour mon mémoire, c'est que j'avais dressé un tableau avec toutes les lois et j'avais mis en gras l'empereur qui était à l'origine de cette loi. Donc là, par exemple, pour cette loi, s'il y a 3 Augustes, c'est en réalité Théodose. C'est le seul, c'est lui-même qui l'a légiféré. Mais donc, par tradition, on cite les 3 empereurs qui sont les 3 empereurs officiels, hein, puisqu'il y a des Excuse-moi, j'ai usurpateurs. raté un épisode de l'Empire 1. Pourquoi on a 3 empereurs là, à ce moment-là? Bah, alors, parce que ses fils Ah, sont d'accord, associés. d'accord. Ok. Mais J'avais effectivement. Ok. mais c'est donc Théodose qui est bien celui qui est à l'initiative D'accord, oui, oui. de sa promulgation. Je vais lire rapidement cette loi. Que personne ne se souille en offrant des victimes, que personne ne sacrifie une victime innocente, que personne n'entre dans les sanctuaires, que personne n'aille de temple en temple, que personne ne révère les statues façonnées de main d'homme pour ne pas devenir passible de sanctions tant divines qu'humaines. Que les juges soient, eux aussi, contraints par cette règle. Si l'un d'eux, adonné au rite profane, entre n'importe où dans un temple pour y adorer, que ce soit en chemin ou dans une ville, qu'il soit aussitôt forcé de payer en personne 15 livres d'or, que son bureau s'acquitte de la même somme avec une égale promptitude s'il ne s'était pas opposé au juge et s'il ne l'avait pas aussitôt dénoncé par une déclaration publique, que les consulaires payent 6 livres d'or, ainsi que leur bureau, que les correcteurs et les présidesses en versent 4 et que leurs appariteurs partagent leur sort fassent de même, donné le 6 des calendes de mars à Milan, sous le consulat de Tassianus et Symmachus. Alors là, il y a quand même beaucoup d'interdits. Oui. Alors, c'était ce que je parlais au début, c'était de la rhétorique des lois. Donc forcément, si on lit la loi comme ça, on se dit ah donc donc en fait les païens là sont persécutés, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus le droit de rien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette loi? Donc d'abord, on a l'interdiction de toute forme de culte païen. Donc là, les aruspices ne sont plus du tout autorisés. Donc les sacrifices, que ce soit sanglants, diurnes, nocturnes, ils sont tous interdits. Adorer une statue ou d'entrer dans un temple. Donc les cultes païens se sont diversifiés et voilà, on pouvait faire d'autres choses que de simplement sacrifier. Et on voit surtout apparaître des sentences. Les juges coupables qui doivent payer 15 livres d'or, de même aussi pour les bureaux qui n'auraient pas dénoncé. Et c'est là où on voit apparaître un problème, c'est que en lisant ce texte, on pourrait se dire, mais en fait les lois ne sont pas appliquées, étant donné que les fonctionnaires sont condamnés. On prévoit aussi une règle pour que les fonctionnaires ne bravent pas l'interdit. Donc on se dit que les fonctionnaires, du coup, sont aussi en situation d'illégalité. C'est ça Alors, que tu veux dire? oui, parce que cette même loi va être repromulguée l'année d'après pour l'ensemble de l'Empire, puisque celle-ci est seulement promulguée pour la partie orientale de l'Empire, et ces mêmes sentences vont être répétées. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah, c'est que finalement, les lois ne sont peut-être pas si appliquées que ça. Comme donc je disais, la rhétorique cette fois-ci a changé et elle a été promulguée en 391. Ça veut dire qu'en moins de 60 ans, toutes les pratiques païennes ont été interdites, ainsi que les temples païens. Alors que je rappelle, les chrétiens étaient minoritaires au tout début du IVe siècle.
alors qu'à la fin du alors qu'à la fin du IVe siècle, les chrétiens ne sont pas du tout majoritaires à ce moment-là, mais on voit que le pouvoir impérial chrétien a véritablement la mainmise sur la politique et le pouvoir impérial. On va essayer de développer ça parce que c'est très intéressant. Et si on n'a pas le temps, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans Caput Mundi. Juste une question subsidiaire, je ne sais pas si tu sais. Est-ce que 15 livres d'or, c'est beaucoup? Est-ce que c'est une sanction? Parce que là, comme ça, je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est dissuasif, 15 livres d'or? Oui, quand même. Oui. Oui, oui. Pour l'époque, en tout cas. Alors, c'est quand même plus symbolique qu'autre chose, puisque on n'a pas vraiment de traces dans les sources que cette sentence était vraiment appliquée, mais elle est plus symbolique que véritablement. D'accord. En parlant de sanctions symboliques et dissuasives, la prochaine loi. Les empereurs Théodose et Valentinien Auguste à Isidorus, préfet du prétoire. Nous interdisons toutes les immolations exécrables de victimes faites dans un esprit de scélératesse païenne, ainsi que tous les sacrifices condamnables et tout ce qui a été prohibé par l'autorité des lois anciennes. Nous ordonnons qu'en vertu d'un décret des magistrats, tous leurs sanctuaires, leurs temples et leurs chapelles, s'il en reste encore maintenant qui soient intacts, soient détruits et purifiés par l'apposition du signe de la vénérable religion chrétienne. Que tous sachent que, s'il était établi par des preuves idoines auprès du juge compétent que quelqu'un se moquait de cette loi, il sera puni de mort. Donné le 17 des calendes de décembre à Constantinople, sous le consulat de Théodose Auguste pour la 15e fois et de Valentinien Auguste pour la 4e fois. Alors là, le ton change quand même. C'est une loi dans l'écrit, on est sur une traduction, mais dans l'écrit, dans le vocabulaire qui en ressort, Oui. là, on a vraiment l'interdiction qui est donnée, la scélératesse païenne, on demande à ce que les temples soient détruits et purifiés, et c'est la première fois, parmi les lois qu'on a à notre étude aujourd'hui, qu'on menace quelqu'un de le punir de mort. Donc voilà, là, du coup, c'est pareil de ce que je disais. Quand on lit une loi comme ça, on peut... Elle fait peur un peu, cette loi. Elle fait très peur, et la rhétorique sert surtout à faire peur au sujet, parce que si elle nous fait peur, évidemment, elle devait faire peur au sujet de l'Empire. Donc elle rappelle les interdictions autour des sacrifices, et tous les temples et sanctuaires doivent être détruits ou transformés en édifices chrétiens. Ce qui était assez d'ailleurs répandu au 5e siècle, puisqu'on a plusieurs sources archéologiques qui montrent que les temples païens étaient souvent transformés en églises, parce que les chrétiens considéraient les temples païens comme les demeures du diable, puisqu'ils associaient les dieux païens à des démons. Et donc souvent, pour purifier ces lieux de souillure, c'était là où on pratiquait les sacrifices sanglants, des choses qui étaient absolument horribles pour les chrétiens. On inscrivait également une croix chrétienne dans le but de purifier ces lieux. Alors, la sentence, cette fois-ci, est la peine de mort, ce qui est assez étrange, puisque au IVe siècle et au 5e siècle, on n'a aucun cas, aucune source ne mentionne un païen condamné à mort ou condamné à l'exil. C'était aussi l'une des sentences qui était régulièrement invoquée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces lois étaient ignorées? Est-ce que ces lois n'étaient pas appliquées? Ou simplement le fruit du hasard des sources qui ne seraient pas conservées? Dans ce cas-là, effectivement, les lois mettent en place un climat de persécution. Mais qu'est-ce qu'on entend par persécution? Persécution, en latin, ça vient de vexatio, pas de persecutio, le terme latin. Persécution, c'est d'abord un terme qui a été approprié par l'Église chrétienne pour évoquer spécifiquement les persécutions antichrétiennes. En fait, au IVe et au 5e siècle, il n'y a pas de persécution contre les païens. Ce qu'on voit, c'est que le pouvoir impérial s'en prend principalement à la matérialité du paganisme, donc les temples et les pratiques. Mais les païens, en tant qu'individus, ne sont rarement pris pour cible, puisqu'on va vraiment chercher à les convertir. On a souvent, d'ailleurs, pour parler d'une persécution...
les gens qui sont partisans d'une persécution anti-païenne au IVe et au Ve siècle mettent en avant le cas d'Hypatie pour dire, vous voyez, c'est une preuve que finalement il y a une persécution anti-païenne. Et puis souvent, ils vont aussi parler de la législation anti-païenne. Quand j'étais en master, j'étais tombée sur un ouvrage qui s'appelait, je crois que c'était Les persécutions contre les païens de Théodose II. C'était un ouvrage qui était favorable à une persécution ouverte et terrible contre les païens. Mais en fait, quand on étudie les sources, on se rend compte que les païens, en réalité, continuent, souvent en secret, de pratiquer leurs sacrifices et leur culte. Et souvent, des temples continuent à se tenir ouverts. Et comme font mention les lois, souvent avec l'aval des fonctionnaires, souvent à cause de corruption, de pots de vin. Notamment, il y a un extrait de Marc le Diacre dans la vie de Porphyre qui fait mention de pots de vin qui ont été versés aux fonctionnaires. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces lois ? La législation constitue un cadre normatif. Et donc, les constitutions impériales aussi vont avoir une portée très variable, que ce soit d'ailleurs entre l'Orient et l'Occident. Mais effectivement, étudier seulement les lois en tant que telles, on le voit bien finalement, ne sont pas suffisantes. Elles nous renseignent peut-être sur un certain climat ou une certaine politique, mais pas sur la réalité du terrain. Parce qu'on voit bien qu'il y a évidemment des relais entre le moment où cette loi est rédigée et promulguée et le moment où elle va être diffusée au sein de l'Empire romain. Du coup, là, on a 3 lois différentes, avec des niveaux différents et aussi des sujets différents, mais ces lois cohabitent dans le même code. Et c'est là où justement aussi je parlais des limites du code, c'est que on voit bien qu'il y a des lois qui se contredisent elles-mêmes, qui ne sont absolument pas cohérentes, ce qui est d'ailleurs assez étrange puisque l'objectif de Théodose II, c'était justement d'harmoniser toutes ces constitutions impériales. Et donc c'est pour ça que un siècle plus tard, Justinien décide de faire une mise à jour de ce code en rédigeant le code justinien, qui reprend le code de Théodose avec d'autres constitutions et toutes les constitutions qui ont été mises, qui ont été promulguées depuis le code de Théodose II. Et pour terminer, alors c'est peut-être mon imaginaire qui fonctionne, hein, mais en lisant la dernière loi, surtout, j'imagine que la loi n'a plus les mêmes maîtres. J'imagine plus des prêtres, des évêques aller effectivement purifier les lieux plutôt que la Légion romaine venir démonter pierre par pierre un temple. J'ai l'impression que c'est plus non plus la même application, c'est plus les mêmes pouvoirs exécutifs qui sont là pour faire respecter la loi. Alors, au IVe siècle, l'Église et le pouvoir impérial étaient attentifs à une sorte de pragmatisme dans la destruction des temples païens. C'est-à-dire que les choses n'étaient absolument pas anarchiques et les évêques qui s'essayaient à détruire un temple sans aucune autorisation étaient condamnés, y compris par ses pairs. Au Ve siècle, les choses changent. En tout cas, c'est ce que nous apprend les hagiographies, mais évidemment, avec les hagiographies, il faut toujours faire très attention. Mais en tout cas, à partir du Ve siècle, c'est vrai que les hagiographies ne font plus vraiment mention d'une loi ou d'un quelconque aval de l'empereur. On a vraiment l'impression que c'est au Ve siècle que finalement le pouvoir impérial est mis en place, la christianisation est véritablement avancée et qu'il y aurait un processus qui se met en place. Merci Apolline pour toutes ces précisions. De rien. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est déjà la fin de cet épisode consacré au code Théodose. On est sorti un petit peu du cadre chronologique, puisque Caput Mundi, normalement, est une série qui se suit de manière chronologique, mais c'était intéressant de pouvoir parler de cet aspect du droit romain et religieux. Si vous voulez faire comme Apolline, vous êtes les bienvenus dans Caput Mundi. Il suffit de m'écrire sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet, que vous soyez jeune chercheur ou chercheuse récemment diplômée ou plus expérimentée. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter d'histoire et d'histoire antique.
La saison 3 de Caput Mundi commence donc avec cet épisode hors série. On se retrouve dans quelques semaines avec l'épisode consacré à l'empereur Adrien. En attendant, n'hésitez pas à visiter le site internet caputmundi.fr pour consulter le dossier complémentaire de cet épisode ainsi que la bibliographie. Il y a maintenant aussi une page dédiée à la saison 3 de Caput Mundi où vous pourrez découvrir l'ensemble de la saison à venir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au Res Romané, où je publie régulièrement des articles sur des actualités romaines, sur des sujets qui m'intéressent, et à la newsletter pour recevoir toutes ces nouvelles dans votre boîte mail tous les mois. On se retrouve donc bientôt pour un épisode consacré à Adrien et commencer cette ère des Antonins. Je vous dis à très bientôt dans Caput Mundi.